Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast Cancéro, le podcast santé qui aide les patients atteints de cancer à devenir acteurs de leurs soins. Je suis Abigail, pharmacienne d'officine, et ma mission ici est de favoriser le partage d'expériences autour des parcours de soins cancer, le partage de témoignages entre patients et véhiculer une information de qualité pour les patients atteints de cancer ou en rémission, ainsi que pour leur entourage, les aidants, les accompagnants. Pour ce faire, j'accueillerai à mon micro des patients qui ont pour point commun l'envie de partager leur expérience et leur histoire dans le but d'aider les autres. J'accueillerai aussi des experts, des professionnels de santé, des associations, car je suis convaincue qu'un patient bien informé est un patient qui sera plus facilement acteur de son parcours de soins dans le but d'améliorer sa qualité de vie. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à recommander le podcast Cancéro à d'autres patients qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre un avis et une note sur les plateformes d'écoute afin de rendre Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Mille merci et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Isabelle. Bonjour Abigail. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Cancéro. Merci beaucoup pour votre temps et merci beaucoup pour votre accueil ici à Acquigny, dans les usines de fabrication Osalis. Vous êtes donc la présidente du laboratoire cosmétique Osalis. Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour les auditeurs qui nous écoutent ? Alors d'abord, merci Abigail de me donner la parole. Donc, je suis Isabelle Guillaumard et effectivement, j'ai une double compétence. Je suis à la fois la présidente d'un grand groupe cosmétique et du laboratoire Osalis et ex-malade du cancer, puisque j'ai été touchée par un cancer du sein de grade 3 agressif. C'était quand ? C'était en 2013. D'accord. Donc les années ont passé. J'entamerai à partir du mois de septembre ma 10e année post-cancer. Est-ce que vous voulez bien nous raconter un petit peu votre parcours de soins ? Oui, bien sûr, parce que partager, je sais que c'est quelque chose d'important. Ça fait d'ailleurs partie des choses qui, moi, m'ont manqué à l'époque. Tout était beaucoup moins répandu et moins libre que ça ne l'est aujourd'hui. Eh bien, écoutez, j'ai été diagnostiquée en août 2013 et j'ai subi un parcours de soins assez classique du cancer du sein, très vite prise en charge et très bien prise en charge, avec 2 interventions chirurgicales, 6 mois de chimiothérapie, 2 mois de radiothérapie et 5 ans d'hormonothérapie, ce qui est peut-être la partie la plus difficile ou que j'ai la plus mal vécue finalement a posteriori avec le recul maintenant. Voilà pour ce long parcours du combattant ou de combattante. Qu'est-ce qui a été difficile pour vous dans l'hormonothérapie justement ? Je crois que l'hormonothérapie a été particulièrement difficile parce que à la fin des traitements, lorsque l'on a subi chirurgie, chimio, radiothérapie, on se dit ouf, ça y est, c'est fini. Le plus dur est derrière moi. Et ma plus grande difficulté a été de m'apercevoir et de comprendre que non, ça n'était pas fini et qu'une autre partie de vie allait commencer avec cette hormonothérapie qui n'était pas dénuée d'effets secondaires. Et ça a été compliqué à accepter, à admettre, à assumer. Et surtout, la chimio, on se dit, bon, il y a 6 séances. Ok, c'est super dur. Mais il en reste plus que 4, il en reste plus que 3, il en reste plus que 2. Donc, il y a un objectif. On peut tenir avec cet objectif de se dire, c'est bientôt fini. L'hormonothérapie, quand on débute la première année, waouh, on se dit, ah oui, ça va être comme ça. Donc, c'est ça, peut-être. C'est la prise de conscience que ça n'était pas fini et qu'il allait falloir aborder une autre phase de vie et accepter d'autres effets indésirables et apprendre à les gérer et les contrôler, les dominer, les supporter, les assumer. Quels ont été les effets indésirables que vous avez ressentis ? Alors,
D'abord, c'est très personnel, ça dépend des femmes. J'aime bien le dire parce que il faut pas désespérer nos auditrices. Et c'est ça finalement qui est compliqué. C'est à la fois de briser le tabou en parlant des choses et de ne pas désespérer. Donc, il faut réussir à faire les deux. J'essaie toujours de dire, attention, c'est un vécu personnel. Et ça n'est pas toutes les femmes. Mais c'est vrai que l'hormonothérapie est difficile à supporter parce que ça vous plonge dans une ménopause très profonde. C'est l'objectif. L'objectif, c'est de nous priver de nos hormones lorsque l'on a eu un cancer hormonodépendant, ce qui est le cas dans 80% des cas de cancer du sein. Donc cette privation hormonale que toutes les femmes connaissent naturellement avec la ménopause, elle ne s'installe pas gentiment, elle est très brutale et profonde, et ce sont finalement des symptômes que les femmes connaissent avec les années, liés au vieillissement chronologique. Donc c'est les bouffées de chaleur, la fatigue, les douleurs osseuses, la dépression, la perte des cheveux, le vieillissement cutané précoce, et puis le syndrome génito-urinaire de la ménopause que toutes les femmes connaissent, qui s'installe au fil des années et des décennies, et qui là est plus brutal. Donc, alors pour tout ça, il y a des solutions. Encore faut-il en parler, briser les tabous. Il y a des solutions, il faut de la patience et être très, très entouré de professionnels de santé pour apprendre à gérer ces effets indésirables. Et du coup, qu'est-ce que vous avez mis en place alors? Quelles sont les solutions Alors, j'ai tenu 5 ans déjà, j'en suis assez contente. Ça, je pense que c'est un point important. Il y a une grande inobservance dans l'hormonothérapie parmi nos patientes. Ça, malheureusement, on le sait, et c'est pour ça que c'est important d'en parler. Et puis, quand il y a des effets indésirables qui sont très invalidants, très handicapants, surtout en parler aux professionnels de santé qui nous entourent. Voilà, c'est vraiment très important parce que oui, il y a des solutions à mettre en place. Oui, il y a des solutions à mettre en place. Alors, elles ne sont pas la panacée individuellement. C'est un ensemble de solutions pour avoir un équilibre, retrouver ou trouver son équilibre. Alors, bien sûr, ça passe... moi, c'est beaucoup passé par le sport. Et quand j'ai compris ce qui m'arrivait, je me suis lancée dans le sport, mais de façon très intense. Donc, pour moi, ça a été la natation, qui m'a permis de retrouver la mobilité de mon bras, une musculature, et puis d'évacuer ce stress et cet inconfort que me procurait l'hormonothérapie. Donc, le sport quotidien. La nutrition, alors c'est des règles de vie à trouver à nouveau. J'avoue que j'ai supprimé un grand nombre de choses que j'aimais parce que j'avais pas le choix et que la prise de poids était rien que de passer devant la vitrine du pâtissier, j'avais l'impression que les choses me sautaient sur le ventre. Donc voilà, donc j'ai adopté une hygiène de vie. Qui est peut-être celle que l'on devrait adopter toutes à partir d'un certain âge parce que, bah oui, le vieillissement chronologique implique qu'on prend du poids plus facilement, etc. Mais j'ai dû prendre des mesures plus drastiques et m'y tenir. Donc la nutrition, c'est un point très important. Ce qui n'est pas facile parce qu'on sort d'une phase où on a été souvent dénutri, on n'a pas beaucoup mangé et le retour du goût revient et on a en même temps envie de se faire plaisir parce qu'on retrouve le goût des choses, le goût de la vie et là eh bien, il a fallu supprimer beaucoup de choses que j'aimais. Donc sport, nutrition et puis ça suffisait pas pour supporter les effets secondaires. Donc, il y a certains antidépresseurs qui fonctionnent très bien sur les bouffées de chaleur qui peuvent être majeures et très invalidantes au cours de l'hormonothérapie. Alors,
il y a des interactions médicamenteuses, donc justement, certains n'interagissent pas et il faut trouver la juste dose pour ne pas avoir trop d'effet sur l'humeur et à pas avoir une dose trop antidépressive et la dose qui agit sur les bouffées de chaleur. Et j'ai eu la chance d'être bien suivie, d'avoir une équipe soignante qui était à mon écoute et qui a innové aussi, parce que c'était il y a 10 ans, donc il y avait quand même encore beaucoup de... Enfin, on n'était pas à ce stade aujourd'hui de molécules disponibles et de connaissance des choses ou d'acceptation du fait que oui, on peut aider les femmes à supporter ces effets secondaires. Donc ça m'a beaucoup aidée parce que je supportais pas ces bouffées de chaleur qui étaient c'était pas des bouffées de chaleur, c'était des flushs, c'était insupportable. Voilà, donc ça m'a beaucoup aidée. Et puis, si on parle de l'atrophie vaginale et de la sécheresse vaginale, qui est un aspect assez tabou de l'hormonothérapie, bien qu'on en parle de plus en plus, Rose Up, des femmes comme moi par exemple, parlent et libèrent la parole. Moi, j'ai bénéficié des techniques de régénération vulvo-vaginale qui sont encore peu connues, non remboursées. Nous militons pour en obtenir le remboursement pour toutes les femmes sous hormonothérapie qui ne peuvent pas avoir d'hormones de substitution. Et j'ai bénéficié de ces techniques. C'est pour ça que je milite pour leur remboursement, qui changent considérablement le vécu de l'hormonothérapie. Donc au total, je dirais que les 2 premières années, j'ai cherché toutes les techniques qui existaient en France et en Europe et j'ai sollicité mes médecins en leur disant je veux ça, je veux tester ça parce que sinon je vais arrêter. Et ils m'ont suivi. Voilà. Oui, mais c'est particulièrement intéressant ce que vous dites et en effet, ça me fait penser à ce qu'on s'était dit dans l'épisode avec Marilyn, qui est médecin et oncosexologue. C'est vraiment très très important de faire connaître ces nouvelles thérapies. C'est vrai que le laser n'est pas très très connu. Et c'est vrai que c'est important de savoir que ça existe, de savoir qu'on peut en bénéficier. Et puis oui, si à terme ça peut être remboursé, mais ce serait merveilleux. Pour l'instant, c'est vrai que c'est pas le cas. C'est pas le cas, ça avance quand même. La France s'équipe d'appareils. Et puis, moi, je milite au sens où ça va au-delà de la sexualité. Et c'est pour ça d'ailleurs que les choses bougent lentement, parce qu'on réduit cette atrophie vaginale liée à l'hormonothérapie à la sexualité. Ce n'est pas le cas et les gynécologues l'expliquent bien, c'est-à-dire qu'il y a une incidence qui va au-delà et c'est pour ça qu'on l'appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause qui va jusqu'à l'incontinence urinaire et donc on ne doit pas réduire ça à la sexualité, même si c'est important. On doit aussi penser en termes de santé publique, d'impact sur la qualité de vie des femmes et sur le futur des femmes, et pas uniquement en termes de sexualité. Et si on milite et on explique qu'il y a une incidence sur le confort de vie des femmes, la qualité de vie des femmes au quotidien avec ce syndrome, on pourra obtenir un meilleur remboursement. Oui. Totalement d'accord. Et puis surtout que les patientes aussi n'aient aucune honte, aucun tabou à le dire aux équipes soignantes. Bien sûr. C'est tellement important. Oui, parce qu'en fait, les médecins balaient volontiers les choses en disant finalement ce n'est qu'une ménopause. Je profite par ailleurs pour dire que finalement la ménopause étant naturelle, les femmes sont habituées à souffrir. C'est presque normal. L'inconfort des femmes est normal. Non. Et les femmes évoluent. Il y a aujourd'hui moyen de limiter les inconforts de la ménopause naturelle et de la ménopause artificielle. C'est un peu comme si on n'avait jamais créé la péridurale pour l'accouchement sous le prétexte que la naissance fait mal, c'est normal. Bon, eh bien non, la science évolue. Alors les femmes en disposent ou pas. Mais l'essentiel, c'est de donner accès à
Bien sûr. Et ce qui se passe aussi, c'est que souvent, les équipes soignantes sont dans l'attente que le patient parle de ces problèmes-là. Et pour le patient, c'est l'inverse. On attend qu'on lui pose la question. Bien sûr, parce que les équipes soignantes, elles sont débordées. Elles prennent en charge des effets secondaires plus sévères, des situations plus graves que des effets indésirables, dits de confort. Ce qui est une notion qui est un problème, parce que le confort, c'est la qualité de vie. La qualité de vie est-elle essentielle dans la vie ? Oui. Autant on peut dire que le bonheur n'est pas essentiel, mais la qualité de vie est essentielle. A fortiori pour se relever d'une maladie après des traitements très difficiles. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de dire qu'après avoir survécu, après avoir dépensé autant d'argent pour sauver les gens, parce qu'avant, la mortalité était bien plus importante. Elle l'est encore, de façon très significative. Mais puisque l'on investit autant d'argent pour sauver les gens, eh bien, il faut leur assurer et leur permettre d'avoir une qualité de vie post-cancer. Sinon, à quoi bon être en vie ? Et donc, oui, il faut faire évoluer l'après-cancer. Les équipes soignantes sont trop peu nombreuses, c'est évident, et c'est pour ça qu'il y a des maisons, des associations qui existent, des médecins qui se spécialisent, et donc tout ça se libère un peu et évolue, bien que le contexte des 2 dernières années avec la crise sanitaire ait malheureusement beaucoup tout ralenti. Est-ce que vous aviez été en contact avec des associations de patientes à l'époque ? Alors à l'époque, non. J'avais cette particularité d'être... J'ai géré ma maladie d'une certaine façon parce que je n'ai pas arrêté de travailler. J'étais une chef d'entreprise finalement assez exposée. Et je n'ai pas pu partager avec... J'ai géré seule la situation. Je me suis fait aider par un psychiatre. Et puis, bien sûr, j'avais ma famille, c'est évident, et mes amis. Mais à l'époque, finalement, je partageais avec les femmes en lisant beaucoup les forums. Je ne participais pas, mais je lisais et je me sentais beaucoup moins seule. J'ai découvert Rose Magazine à cette époque et tout un univers. Et puis, j'avoue que je partageais beaucoup dans les salles d'attente. Parce que finalement, dans ces salles d'attente où on attend des heures, dans ces salles de chimio, dans ces salles d'attente de radiothérapie, où on vient quotidiennement, c'est dans ces endroits-là où j'ai parlé et partagé avec les autres femmes. Et ça, c'est essentiel de partager les témoignages. Quelle est votre vision sur le partage de témoignages ? J'ai cette sensation que le cancer est une sorte de communauté. C'est-à-dire que l'épreuve psychologique et physique est telle que on a besoin de partager avec des gens qui traversent ou ont traversé la même épreuve. C'est pas anodin, c'est la même situation, je crois, pour les maladies chroniques, par exemple, où on sait que les gens qui sont porteurs d'une maladie chronique difficile à vivre se regroupent en association parce qu'ils peuvent partager. Donc, finalement, toutes les épreuves nécessitent un partage, et le partage est bénéfique entre personnes ayant vécu la même épreuve. Je pense que c'est un besoin vital. Et une manière aussi de se reconstruire ? Une manière de se reconstruire, de résister parce que le protocole est très long. Parfois, c'est la preuve, on en parle, là, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. C'est très long. Donc, c'est résister se reconstruire, échanger, partager des émotions qui sont parfois des choses qui sont trop difficiles pour les aidants et que l'on ne peut pas partager avec les aidants sauf à leur faire beaucoup de mal. Donc c'est essentiel, la communauté et l'échange entre patients. Et
Tout à l'heure, vous parliez aussi pendant vos traitements de problématiques autour du goût et de l'alimentation. Dans nos échanges précédents, vous nous aviez dit aussi que vous aviez beaucoup d'effets secondaires au niveau de la bouche. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette période, comment ça s'est passé pour vous et quelles solutions vous avez mis en place? Mais en fait, je crois que c'est l'origine même de la naissance d'Osalis. C'est pour ça que ça va faire une parfaite transition. J'ai cette habitude de dire que j'ai mangé des clous rouillés pendant 6 mois. Et j'explique que pourquoi je dis clous rouillés, parce que c'est à la fois le goût et la sensation douloureuse. Je vous donne 3 ou 4 clous rouillés, vous les mettez dans la bouche, vous allez voir que c'est très compliqué. Et donc, ça s'appelle la mucite. Et j'ai eu, comme beaucoup de patients, une mucite pendant 6 mois, tout le long de la chimiothérapie, avec des moments très difficiles. Tout le long, ça a été difficile, mais des périodes selon les protocoles qui étaient vraiment très très dures et très invalidantes. Et c'est à ce moment-là, en tant que chef d'entreprise, avec un laboratoire de recherche et des usines de cosmétiques, que j'ai eu envie de donner du sens et du confort. Donc oui, il y a des effets secondaires qui sont très invalidant, très dur. La mucite en est un, c'est une bouche sèche, des aphtes, ça peut être infecté, c'est très douloureux, ça empêche de manger, on perd le goût de la nourriture, même l'envie de parler, donc ça peut être... c'est un des effets secondaires qui m'a fait le plus souffrir, et c'est comme ça qu'Osalis est né, et que le bain de bouche Osalis est né pour apporter du confort, et la gamme bucco-dentaire Osalis pour apporter du confort aux patients souffrant de mucite. Parce que vous, à l'époque, vous n'aviez pas trouvé de produit adapté? C'est encore le cas. La mucite, la problématique de la mucite, c'est que son traitement repose avant tout sur la prévention. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de réel traitement. Donc on essaie d'éviter de passer les stades, puisqu'il y a malheureusement 5 stades à la mucite. Et il faut absolument contrôler les stades et éviter d'aller jusqu'au stade de la nutrition entérale, voire parentérale. Donc l'hygiène bucco-dentaire est essentielle. Les médecins nous prescrivent des bains de bouche au bicarbonate qui sont essentiels, mais malheureusement, les protocoles, la chimiothérapie est ce qu'on appelle mucitogène. Elle cible les cellules à reproduction rapide. C'est son objectif pour tuer la cellule cancéreuse. Et malheureusement, elle ne fait pas le tri. Et ça fait partie des effets secondaires. Donc il faut essayer de la prévenir au maximum, d'éviter son évolution, de la contenir au maximum. L'hygiène bucco-dentaire, les mesures diététiques sont essentielles. Et donc, en plus des bains de bouche au bicarbonate et des bains de bouche parfois qui m'ont été prescrits, malheureusement parce qu'il y avait une candidose associée, il faut des produits pour apporter du confort. Et c'est comme ça qu'on a créé un dentifrice. Et c'est le premier dentifrice pensé pour la prévention de la mucite et un bain de bouche spécifique. Vous étiez donc en traitement à cette période-là, quand Osalis est né dans votre esprit. Et la naissance d'Osalis s'est opérée combien de temps après, en termes de chronologie? Alors, j'ai été traitée de façon intensive de 2013 à mi-2014. Et début 2014, j'ai dit il faut qu'on fasse quelque chose, il faut donner du sens à cette épreuve. Et Osalis est né à ce moment-là. On a commencé à se mettre au travail en laboratoire sur les paillasses dès mi-2014. Et on a effectué 3 ans de recherche pour commercialiser Osalis. Osalis a été lancé fin 2017. Il a fallu 3 ans pour sortir la gamme complète fin 2017. Oui, parce que vous aviez déjà l'outil de production sur place. Et le laboratoire de recherche. Voilà. Mais il faut 3 ans. Pour faire une gamme innovante, puisque Osalis, c'est pas une marque blanche avec un logo à poser dessus. Hein.
il y a une vraie innovation, c'est la raison pour laquelle elle a été récompensée par 8 prix d'excellence. Et donc, innover, ça prend du temps, bien sûr. Et il aura fallu 3 ans pour à la fois apporter de l'efficacité, de la sécurité et aussi une composante importante pour nous qui est la prévention, c'est-à-dire que Osalis est à la fois engagée dans la prise en charge des effets indésirables des traitements anticancéreux, mais elle était engagée également dans la prévention. C'est-à-dire nous nous sommes appliqués une charte de formulation qui va au-delà des lois et qui était donc compliquée à associer à l'efficacité. Voilà, c'est pour ça qu'il aura fallu 3 ans. Mais c'est pour ça que moi je suis très très contente de discuter aujourd'hui avec vous. C'est vrai que j'ai référencé votre gamme dans ma pharmacie et je trouve que à l'heure actuelle, il n'y a pas de gamme plus éthique et plus engagée qu'Osalis. Et c'est pour ça que je vous ai référencé. Et je trouve que c'est important de le souligner parce que c'est vrai que moi, dans ma pharmacie, j'essaye d'être au maximum avec des gammes éthiques, avec du Made in France, avec des compositions qui sont au maximum clean. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile à trouver. Et vous avez vraiment des formulations, des chartes de formulation qui sont très très strictes. Et vous avez banni tous les perturbateurs endocriniens. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Et en plus, vous vous destinez principalement, vous allez l'expliquer mieux que moi, donc aux patients qui sont en traitement, mais pas que. Aussi aux femmes enceintes, aux femmes qui sont en période de ménopause, et aussi aux enfants. Et alors, ça, j'aimerais vraiment qu'on puisse en discuter, parce que c'est tellement, tellement important de parler d'oncopédiatrie aussi, parce que c'est pas des sujets qui sont faciles, et pour autant, il faut des produits certifiés sûrs pour les enfants qui sont en traitement d'oncopédiatrie. Oui, alors, Osalis, c'est une gamme qui a été, je dirais, pensée pour le pire, pour les situations les plus extrêmes de peau, de muqueuse et de fanère. Donc fanère, c'est les cheveux et les ongles. Donc les situations les plus extrêmes. Ça veut dire que c'est une gamme qui est hautement protectrice, hydratante, fortifiante et auquel on a associé cette notion de sécurité parce que le cancer est aussi une maladie environnementale. Alors, pas tous les cancers, bien sûr, mais c'est aussi une maladie environnementale. Au sens environnement, c'est les comportements de vie, que ce soit l'alimentation, l'alcool, donc ce que l'on mange, ce que l'on boit, ce que l'on respire, la façon dont on travaille, puisque le travail de nuit est aujourd'hui reconnu comme un facteur de risque de cancer et tout particulièrement du sein. Donc, au sens environnemental, on a les perturbateurs endocriniens. Et les perturbateurs endocriniens, bien, effectivement, on les trouve partout, ils sont dans notre environnement. Ils ne sont pas que chimiques, ils sont aussi naturels. Et pour nous, il était essentiel de les supprimer, à la fois dans les formules, mais aussi dans leur interaction, dans l'interaction contenant-contenu. Et c'est la raison pour laquelle on a des packagings 100% français, pour lequel on a testé cette interaction, cette migration des plastifiants, des métaux lourds dans les formules. Donc c'est une gamme qui va très au-delà des réglementations actuelles et qui supprime à la fois tous les ingrédients qui peuvent se comporter comme des hormones, y compris naturels, dont les phytoestrogènes, et qui traque et bannit les phtalates, plastifiants et métaux lourds. Donc, cette charte de formulation unique, elle nous a permis d'étendre les indications d'Osalis. Et c'est une grande fierté parce que aller vers toutes les femmes, aller vers les plus fragiles, les peaux, les muqueuses les plus fragiles, tout particulièrement la femme enceinte, c'était essentiel, puisque c'est elle qui est à protéger au tout début, à la fois pour elle-même, mais de façon transgénérationnelle.
Et donc cette certification femme enceinte que l'on a obtenue en février 2022, c'est une grande victoire pour Osalis et c'est la raison pour laquelle sur tous les packs maintenant Osalis, vous avez ce logo certifié validé chez la femme enceinte et allaitante. Et puis l'enfant, puisque vous en parlez, c'est vrai que c'est une gamme très technique qui permet de répondre à des problématiques de peau et de muqueuse particulières, tout en apportant du plaisir, en étant agréable d'utilisation. Donc l'enfant, on a plusieurs situations. On a bien sûr les cancers de l'enfant qui sont un drame absolu, trop nombreux. C'est aux alentours de 2500 nouveaux cas par an, mais c'est aussi de longs mois et voire d'années de traitement. Et donc Osalis est bien sûr validé chez l'enfant à partir de 3 ans. Et puis, d'autres situations de peau, de maladies chroniques qui peuvent être, où Osalis peut répondre aux problématiques de l'enfant. Merci pour toutes ces précisions. C'est vrai que moi, j'aurais adoré connaître Osalis pendant ma grossesse, par exemple. Non, mais c'est vrai. J'ai connu trop tard, malheureusement, mais c'est vrai que... Alors, vous pouvez encore faire des bébés, Abigaël, je crois. Je pense que vous avez encore l'âge, à mon avis. C'est pas d'actualité. Sait-on jamais. Mais c'est vrai que quand on est enceinte, on est particulièrement soucieuse des produits qu'on s'applique. Et c'est vrai qu'avoir une gamme qui est sûre, c'est extrêmement rassurant. Et c'est vrai que maintenant, moi je suis très heureuse d'avoir référencé et puis de pouvoir conseiller aux femmes enceintes que l'on prend en charge à l'officine. Bien sûr. Et c'est un problème de santé publique sur lequel le ministère de la Santé se penche, puisque notamment avec cet entretien court de la femme enceinte qui est maintenant offert aux pharmaciens. C'est quand même passionnant de pouvoir aller vers votre métier de soignant et de conseil. Donc vous avez cet entretien qui est aujourd'hui possible et même recommandé. Vous pouvez prendre en charge les femmes pour attirer leur attention sur... Et c'est ce que souhaite le ministère de la Santé, sur les substances dangereuses au cours de la grossesse, auxquelles les femmes ne sont pas assez sensibilisées, et aller au-delà sur les perturbateurs endocriniens, puisque aujourd'hui, toutes les études convergent dans le même sens. La grossesse est une période de très grande vulnérabilité à l'égard des perturbateurs endocriniens. Plus vulnérables, comme la ménopause d'ailleurs. Il y a des périodes de vie où nous sommes plus vulnérables à l'égard des perturbateurs endocriniens et où on va se comporter comme des éponges et où tout ce qui va ressembler de près ou de loin à une hormone, eh bien nous allons la capter, la stocker pour la relarguer parfois des années plus tard. Donc la connaissance des perturbateurs endocriniens, finalement, elle est assez récente. Elle ne date que des années 70. Donc c'est finalement que 50 ans, c'est très récent pour connaître ces substances et s'en prémunir. Donc c'est aujourd'hui mieux diagnostiqué. Il y a un vrai plan et il y a un plan national français de lutte contre les perturbateurs endocriniens et c'est intéressant. Pour nous, c'est un engagement de marque, puisque nous sommes une marque engagée pour la santé des femmes, mais c'est un engagement que l'on retrouve au niveau mondial et qui va dans le sens d'une amélioration de la prévention, finalement, des cancers. Et du coup, je suis obligée de rebondir sur les entretiens femmes enceintes. Je ne pensais pas qu'on en parlerait. Mais du coup, c'est très intéressant parce qu'en fait, oui, vous êtes très, très au fait de l'actualité officinale. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Mais c'est vrai que c'est des entretiens qui sont essentiels. Il ne faut pas hésiter à les demander à son pharmacien d'officine. Parce qu'en fait, ça permet d'être sensibilisé sur le fait que... il y a dans cette période en effet une fragilité et que c'est indispensable en fait de limiter au maximum tout ce qui peut perturber, de minimiser sa consommation de médicaments. Ça, je pense que c'est très important de le dire. Et si on doit
consommer des médicaments, bien vérifier avec son pharmacien qu'ils ne sont pas phétotoxiques. Et ça, c'est vraiment primordial avant de prendre quoi que ce soit, de demander si c'est compatible avec la grossesse ou l'allaitement, parce qu'en plus, nous, on a des outils pour vérifier que le médicament est compatible, et c'est pas les mêmes molécules qui sont concernées en fonction de la grossesse ou l'allaitement. Donc ça, c'est vraiment des choses à demander aux professionnels de santé qui vous prennent en charge. Et puis, au-delà de ça, c'est aussi la prévention par la vaccination. Et c'est vrai que ces entretiens femmes enceintes, c'est une très bonne chose. Donc voilà, n'hésitez pas, en tout cas si vous êtes concerné, à le demander à votre pharmacien d'officine. C'est vraiment essentiel en termes d'information. Et on pourrait même ajouter, puisqu'on est finalement dans votre métier, pour l'hormonothérapie, c'est peu connu aussi, mais vous avez aussi, les pharmaciens, l'entretien hormonothérapie durant les 2 premières années. Pourquoi ? Parce que c'est au cours des 2 premières années que la majorité des femmes abandonnent, que l'on retrouve le plus d'abandon, parce que c'est là où c'est le plus dur. Après, on s'habitue. Et durant ces 2 premières années, le pharmacien a un rôle majeur à jouer et on peut s'adresser à son pharmacien. Il y a un entretien hormonothérapie qui est rémunéré par Amélie.fr et où il y a des guidelines. Et si on a un bon pharmacien, là, ça fait une oreille supplémentaire qui va permettre d'apporter des conseils et de l'aide et du support pour gérer cette hormonothérapie. Donc, et cet entretien, il n'est pas assez connu non plus. Les femmes ne savent pas qu'elles peuvent s'adresser à leur pharmacien, et les pharmaciens finalement savent assez peu qu'ils ont cet entretien. Ils connaissent bien le diabète, l'hypertension, etc. Mais la gestion de l'hormonothérapie, c'est un peu plus compliqué. Et je crois qu'ils n'imaginent pas à quel point ils peuvent apporter du bien-être. Oui, complètement d'accord. Mais merci en tout cas de rebondir sur ça, parce que je suis entièrement d'accord avec vous. Ce n'est pas assez connu et c'est tellement dommage. Parce que, en effet, à l'officine, on a tendance à ne voir que le comptoir. C'est vrai que c'est la partie visible de l'iceberg, mais pour autant, on a la possibilité de prendre en charge nos patientes lors d'entretiens. C'est moins connu parce que c'est moins visible aussi. Ça se fait dans les salles confidentialité, souvent à l'arrière de la pharmacie. Et c'est tellement important parce qu'en effet, on est un support supplémentaire et ça permet de prendre en charge dans le temps, d'avoir aussi, on va dire, une transition meilleure, parce que souvent à cette période-là, il y a aussi un sentiment d'abandon. Donc en fait, c'est vraiment très bien d'être pris en charge par son pharmacien que l'on connaissait d'avant l'annonce, d'avant les traitements. Quand on a ce sentiment d'abandon avec l'arrêt des traitements, en fait, et le passage à l'hormonothérapie qui est difficile, c'est impératif d'être pris en charge avec son pharmacien d'officine lors d'entretiens. Et c'est vrai que c'est l'occasion justement de parler de tous les effets secondaires qui nous embêtent au quotidien, et le but premier de ces entretiens, c'est vraiment d'éviter que les patients arrêtent leur traitement. Parce que c'est vraiment ça, en fait. C'est pour ça qu'ils ont été créés, ces entretiens. C'est parce que l'inobservance sur ces traitements est vraiment très forte, justement parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires et que des fois, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment les gérer. Exactement. Et c'est un support de plus essentiel, et vous avez un rôle à jouer dans les... Moi, j'avais un pharmacien que j'aimais beaucoup à l'époque, et je crois elle m'a accompagnée pendant toutes ces années. Bon, ça n'existait pas, ces entretiens, mais finalement, j'avais l'entretien de façon assez privilégiée, à part. Voilà. Donc maintenant, les choses avancent, et donc il faut le dire pour qu'elles se répandent, et que les patients demandent
Ouais. Je pense que le fait d'être demandeur en tant que patient, c'est essentiel pour faire progresser les choses. Et en plus, on ne s'imagine pas, mais le pharmacien d'officine, c'est un très bon relais du réseau. C'est-à-dire qu'il va savoir aussi orienter vers des associations de patients, vers du sport santé, de l'activité physique adaptée. Et c'est vrai qu'on a tout ce réseau que l'on peut faire bénéficier à nos patients. Et ça, c'est vraiment particulièrement intéressant. Voilà, ça peut être finalement une forme de conclusion. C'est-à-dire que affronter le cancer, finalement, on l'affronte seul. Oui, c'est vrai. On a ce sentiment de solitude. Mais autour de nous, il y a un réseau de soins, alors parfois il n'y a pas, et c'est très difficile, mais quand il y a un entourage, il y a l'entourage. En tout cas, il faut solliciter, même si on a ce sentiment de solitude et que, c'est vrai, on affronte toujours la maladie seul, eh bien il faut solliciter tout le panel qui est offert à nous, et on a beaucoup de chance en France d'avoir énormément de choses. Donc il ne faut pas se résigner et il faut s'informer, demander et ne pas se résigner. Et puis ne pas hésiter aussi à essayer tous les soins de support que l'on nous propose à l'hôpital. Tous, ça c'est vraiment sans important, exception. Mais c'est vrai. Oui. Et puis c'est l'occasion de découvrir des activités qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Oui. C'est aussi prendre soin de soi par la socio-esthétique par exemple. On rencontre des professionnels qui sont vraiment dédiés et spécialisés, et ça c'est vraiment très bien d'essayer. En tout cas, après ça plaît pas, mais en tout cas on essaye. C'est ça. Et pour revenir à votre parcours de soins, qu'est-ce qui vous a le plus aidé pendant votre parcours de soins ? La composante travail aussi était très forte. Vous ne vous êtes pas arrêté pendant cette période. Est-ce que c'était aussi un moyen de tenir ? Oui, je crois que c'est très difficile de dire que ce qui m'a le plus aidé, c'est mon travail, parce que c'est pas vrai, bien sûr. J'ai eu une équipe soignante, j'ai eu une famille, j'ai eu des amis, donc ce serait très ingrat. Mais sur le plan très très intime et très personnel, c'est vrai que le travail a été pour moi un moyen de me battre et de lutter contre la maladie. C'était finalement la seule chose que je contrôlais encore. Je contrôlais plus ma vie, plus mon futur, plus ma santé, et plus mon corps. Et la seule chose que je contrôlais encore, c'était le travail. Et je me suis appuyée sur le travail. Ça a été une vraie béquille pour moi. Cette entreprise, mais les salariés, ça a été une béquille. Alors c'était aussi un devoir, parce que c'est une entreprise familiale, donc il faut bien dire que les chefs d'entreprise et les petites entreprises, les petits entrepreneurs sont souvent dans des situations très difficiles lorsqu'ils affrontent la maladie, parce que c'est travailler ou fermer sa boîte. C'était pas mon cas, bien sûr, mais ça donne une dimension un peu plus compliquée. Donc il y avait le devoir, mais il y avait le goût, et c'était ce qui me permettait de ne pas sombrer, je crois. Mon travail m'a permis de ne pas sombrer. Et qu'est-ce que vous auriez aimé savoir dès le début de votre parcours de soins et que vous avez appris en chemin ? Je crois rien, parce que ma nature a fait que j'ai tout cherché, j'ai cherché à tout savoir. Et donc, j'étais extrêmement informée, je m'informais, je participais, j'étais très active, y compris parfois très pénible pour les médecins qui me suivaient. Si un jour s'ils m'entendent, ils le savent. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon livre. J'ai pu être, je pense, extrêmement pénible parce que je m'informais et que je n'acceptais pas tout. Je n'ai pas tout accepté. En tout cas, j'ai été actrice de mon traitement. Et rien de plus, parce que finalement,
cette maladie m'a appris à conjuguer, je dis toujours qu'elle m'a appris à conjuguer le futur au présent. Donc, s'informer pour être acteur, plus maintenant, a posteriori, je dirais non, parce qu'il faut apprendre à conjuguer ce futur au présent pour être pour être bien dans sa peau. Donc, ce qui m'est arrivé après, heureusement que je l'ai pas su. C'est très bien. Voilà. Et donc, non, oui, je conclus toujours par ça. C'est conjuguer le futur au présent. C'est ce que m'a appris cette maladie. Et je vis maintenant comme ça. Et finalement, ça me va assez bien. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, on utilise les mêmes mots. La devise du podcast, c'est justement que le patient puisse être acteur de ses soins. Et pour vous, c'est quoi être acteur de ses soins? C'est quoi votre vision? Être acteur de ses soins, c'est un peu comme être acteur de sa vie pour moi. C'est savoir. J'ai ce goût du savoir et comprendre. C'est ça être acteur, c'est comprendre ce qui vous arrive. Pour moi, alors pour d'autres malades au bout du fil là vont dire pas du tout, je veux pas savoir, mais c'est c'est le sens que je donne à acteur, c'est-à-dire savoir et comprendre. Pour moi, comprendre est essentiel parce que ça permet de ne pas subir et ça permet d'être acteur. Donc s'informer, comprendre, la connaissance des choses, connaître et comprendre la science, connaître et comprendre sa maladie, ça permet à mon sens vraiment de contribuer à mieux la prendre en charge et à mieux la supporter. C'est intimement personnel, ce ne sera peut-être pas partagé par tous, mais c'est pour moi essentiel. Oui, je suis entièrement d'accord, je souscris totalement. Et c'est vrai que moi, la vision aussi que j'essaye de porter à travers ce podcast, c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas pendant la maladie, sur les lignes thérapeutiques, et que ça, c'est difficile, mais on apprend aussi peut-être à lâcher prise un petit peu sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Mais il y a aussi toute une partie où on peut mettre en place des choses, on peut contrôler certaines choses et ça permet d'avoir des parcours de soins qui sont ensuite plus, on peut pas utiliser le terme facile, mais en tout cas améliorés. Et ça, je pense que c'est vraiment important de savoir qu'on peut être acteur dans son activité physique adaptée, acteur dans son alimentation, acteur dans le fait qu'on prenne aussi les informations, qu'on communique avec son équipe de soins. Et tout ça, moi, ça me paraît essentiel et qu'on puisse aussi se rapprocher d'associations pour être aidé au mieux. Parce qu'en effet, c'est des parcours qui sont incroyablement longs et difficiles et que c'est absolument nécessaire, en fait, d'être dans cette démarche. Tout à fait. Pour finir l'épisode de podcast, j'ai encore 2 petites questions. Quel conseil vous donneriez à un patient, à une patiente qui débute ses soins? S'écouter et être extrêmement bienveillante avec soi-même et bienveillant avec soi-même. Je crois que il faut être bienveillant avec soi-même et se dire que il y a des jours particulièrement difficiles, il y a des jours où on ne va pas bien, ça n'est pas grave. Demain sera un jour meilleur. Ne pas culpabiliser d'aller mal et oui, s'entourer de douceur, être très doux avec soi-même pour pouvoir se dire c'est pas grave. Demain, j'irai mieux. Demain, je ferai ça. Et le deuxième conseil, c'est se faire aider. Et pour finir, en quoi cette épreuve pour vous a été un révélateur de vie? Alors, j'emploierais pas le terme de révélateur de vie, moi, parce que très honnêtement, si j'avais pu m'en passer, je vous assure que je signe. Donc,
je suis pas trop dans ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Hein. C'est pas du tout ma philosophie, et j'aurais bien aimé ne pas avoir à traverser cette épreuve et ces années. Donc c'est pas un révélateur de vie. En revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est de ne pas rester ancré dans l'épreuve, de la transformer et d'en faire quelque chose. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la résilience. C'est autre chose, c'est réussir à ce que l'épreuve ne soit pas un traumatisme permanent, soit bloquant dans la vie, et permettre d'avancer vers un autre chemin de vie, ou poursuivre son chemin de vie selon. Ça s'appelle la résilience, c'est transformer un événement négatif en quelque chose de positif. Alors ça ne veut pas dire que c'est merveilleux après, mais ça permet de donner du sens, et c'est plus comme cela, moi, que j'exprime les choses face à cette question et ce révélateur de vie dont vous parlez, qui pour moi c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Alors ce transformateur de vie, on va plutôt dire. Ce transformateur de vie, oui, parce que ça transforme la vie, et que la vie après n'est plus jamais pareille. Donc puisqu'elle n'est plus pareille, puisqu'elle doit être différente, eh bien cette différence, il faut faire en sorte qu'elle soit positive. En tout cas, d'y inclure des ingrédients positifs. Et alors, en quoi cette épreuve a été un transformateur de vie pour vous ? C'est extrêmement important. Ça a bouleversé ma vie et ma façon de voir les choses. Ça l'a bouleversé sur le plan personnel, bien sûr, évidemment. Mais je crois que c'est un petit peu comme... finalement, c'est comme lorsque l'on fait de la cuisine. Et vous savez, si on vous dit désormais vous devez cuisiner, alors je sais pas, les intolérants au gluten, au lactose, ou les gens auxquels on interdit de manger du sel. Bon, alors voilà, c'est ça pour moi la vie après le cancer. Ça a été du jour au lendemain, on m'a dit, c'est comme si on m'avait dit, il n'y a plus de gluten, il n'y a plus de lactose, il n'y a plus de sel, etc. D'accord, mais il va bien falloir manger. Donc comment je vais manger, comment je vais donner du goût à ces aliments, alors que j'étais habituée à manger du pain, de la crème fraîche, enfin voilà, et du saucisson. Donc c'est un peu ça, c'est transformer sa vie, réussir à lui donner du goût, et peut-être avoir le goût de la vie. C'est peut-être ça en fait, c'est retrouver, avoir le goût de la vie après cette épreuve, et donner du sens à sa vie. C'est peut-être ça ce qu'a finalement cette forme de résilience que j'ai adoptée. J'ai réussi à donner du sens à ma vie, et avoir une forme de goût de vivre différente. Eh bien en tout cas, merci beaucoup Isabelle pour cet échange. C'était vraiment très vaste, très riche. On a abordé plein de points intéressants. C'était vraiment très très chouette. Je voulais vous remercier pour votre accueil. En plus, on va continuer cette journée sur une visite d'usine aux Alices. Alors je m'en réjouis parce que vraiment je me sens très privilégiée que vous m'ouvriez vos portes. Alors merci beaucoup, et puis merci pour votre sincérité dans votre témoignage. C'est pas un exercice facile, et pour ça je voulais vous remercier, Isabelle. Merci beaucoup. Merci infiniment, Abigaël, et bravo aussi pour ce très beau podcast. Merci Isabelle. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre 2 passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables, et noter toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge, et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode,
ainsi que sur la page Instagram. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast Cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques, ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe, à cance.hero, canc.heros. Je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite.